Avril 2011, ce fut le soulagement. Mohamed VI donnait son feu vert. L'édition 2011 de Mawazine fut donc maintenue en dépit de la grogne sociale. Ainsi en avait décidé le roi. Pourtant, à quelques semaines à peine des trois coups, on frôle à la catastrophe. Un média français, Africa Intelligence, jeta en effet un pavé dans la mare en publiant une information qui sema la zizanie dans les plus hautes sphères du palais. Un certain Peter Barker Homek, de nationalité américaine et ex-PDG de l'entreprise pétrolière TAQA, détenu par l'émirat d'Abu Dhabi, se mit à table après avoir été renvoyé. La rancune tenace, il demandait devant la justice américaine 130 millions de dollars à son ancien employeur. Dans sa plainte déposée en août 2010 devant la justice américaine, il accuse entre autres TAQA de l'avoir envoyé au Maroc en 2008 pour céder des parts dans le capital de la centrale de Jorf el-Sfar contrôlée par TAQA à plusieurs individus. Jorf el-Sfar fournissant près de la moitié de l'électricité au Maroc, cette centrale est considérée comme l'une des concessions les plus rentables au monde. On imagine sans peine que les discussions, si elles ont eu lieu, ont tourné autour de très gros montants. Surtout dans cette plainte, Peter Barker Homek affirme que non seulement il n'a pas accepté de se rendre au Maroc, mais encore qu'il a refusé d'y financer 5 éditions d'un festival de musique. 5 éditions d'un festival de musique. Une lettre de son avocat adressée en janvier 2011 au barreau des alertes de la Commission des opérations de bourse, la SEC américaine, apportera plus de précisions sur ces allégations. Barker Homek y explique que le président de TAQA lui avait demandé de verser 5 millions de dollars par un Hassan Bouhammo. Par an, lui avait demandé de verser 5 millions de dollars par an à Hassan Bouhammo, PDG de la SNI, pour financer un festival de musique, afin que TAQA décroche le feu vert pour procéder à l'extension de la centrale d'électricité de Jorf el-Sfar. Révélation ou règlement de compte. Pour la newsletter Maghreb Confidentiel, qui publie des extraits de cette lettre, le festival de musique en question est celui de Mawazine. De son côté, Hassan Bouhammo nie en bloc, écrit au complot. Peut-être dit-il vrai, il semble que l'Américain se soit trompé d'Hassan et vise en réalité un Hassan d'une autre entreprise royale, croit savoir une connaissance de Bouhammo. Dans le courant du mois de mai 2011, Bouhammo se fondra même d'un communiqué où l'on peut lire « Je ne suis ni n'ai été l'animateur principal ni animateur tout court, ni membre d'une quelconque structure de gestion du festival Mawazine, et par voie de conséquence en aucun cas son intermédiaire de collecte ni son dépositaire de fonds. » Et en juin 2011, il portera plainte pour diffamation à Paris contre Maghreb Confidentiel. Trop tard, le mal est fait et le sigle de GILEC, l'un des principaux partenaires du festival et filiale de TAQA au Maroc, est effacé du matériel promotionnel de l'édition 2011. Tout comme le nom de Monsef Belkhiyat, qui dirige la communication de Maroc Culture, disparaît des dossiers de presse et autres plaquettes. Avec sa finesse coutumière, ce communicant avait insulté publiquement et à plusieurs reprises les manifestants du 20 février, les traitant sur les réseaux sociaux de traîtres à la monarchie et de suppôts du Front Polisario. Le premier jour de l'édition 2011 de Mawazine, Mounir Majidi a assisté en famille au spectacle d'ouverture. Il est venu entouré de ses lieutenants, mais en réalité le carré VIP était presque vide, raconte Marwan. Pour se rassurer quant au succès de son festival, Mohamed VI téléphona à son secrétaire particulier qui, dit-on, transpirait à grosses gouttes. Mounir Majidi assistera à presque tous les concerts pour bien montrer qu'il jouit de la confiance du roi. Pour donner le change à la rue et faire croire que le festival rencontrait un énorme succès, les communicants de Maroc Culture ont triché sur les chiffres du nombre de spectateurs ayant assisté au concert. Ils les ont fait varier en fonction de la notoriété de la star qui se produisait, mais l'objectif fixé était d'annoncer plus de 2 millions de visiteurs pour avoir fait mieux qu'en 2010, poursuit Marwan, mais le cœur n'y est plus.
Fatem Zahra Ouatrani, la patronne de PR Media, l'agence qui gère les relations presse du festival, sèche concerts et conférences de presse. Les rumeurs les plus folles courent alors au sein de l'équipe de Maroc Culture. On parlait de sociétés écrans auxquelles certains prestataires du festival devaient reverser une partie de leurs gains, raconte Marwan. Indéniablement, le charme est rompu. Mais si les Marocains ont la nausée, les hommes du palais ne voient rien, n'entendent rien, ignorent les avertissements qui leur sont envoyés. Football, concerts de musique, la prédation économique n'a plus de limite et l'impunité est la règle. Le système s'emballe sans que personne soit en mesure d'y mettre le holà. Pas même la France, pourtant l'un des plus fervents soutiens politiques et financiers du royaume et du trône alaouite. Chapitre 12. Comment la France et l'Europe financent les projets royaux. Nous ne sommes pas la Croix-Rouge. Nous ne pensons pas les plaies d'un pays en développement. Ces 2 dernières années, nous n'avons pas eu connaissance de fraude ou de mauvais usage systématique des fonds accordés aux Marocains. L'homme qui s'exprime ainsi s'appelle Eneko Landaburu. Confortablement installé dans son bureau lumineux d'un quartier moderne de Rabat, il est le chef de la délégation de l'Union européenne au Maroc. De nationalité espagnole, cet homme distingué est un Européen convaincu et un diplomate chevronné. Après avoir été membre du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement, BEI, et du conseil de surveillance du Fonds européen d'investissement, FEI, il a été nommé directeur général de l'élargissement à la Commission européenne. En poste au Maroc depuis 2009, il gère notamment le statut avancé accordé au Royaume à sa demande, qui lui octroie la position de partenaire privilégié de l'Europe. Parmi les principaux avantages de ce statut figure l'octroi de nombreuses aides financières. La générosité européenne envers le royaume alaouite ne date pas d'hier. Déjà 62, Bruxelles regardait peu à la dépense. Entre 1977 et 1996, le Maroc a ainsi bénéficié d'un peu plus de 1 milliard d'euros, dont 518 millions en prêts de la Banque européenne d'investissement BEI. 1 milliard d'euros, dont 518 millions en prêts de la Banque européenne d'investissement BEI. Des fonds destinés pour l'essentiel à sortir les compagnies marocaines du sous-développement dans lequel Hassan II les avait laissés. Mais une partie de ces sommes a en réalité servi à financer les barrages construits par Hassan II qui permettaient d'irriguer des terres qu'il avait parfois confisquées. La seconde étape du rapprochement entre l'Europe et le Maroc est marquée par la mise en œuvre du programme MEDA, qui à partir de 1996 devient le principal instrument du déploiement du partenariat euro-méditerranéen. Objectif, aider les pays du Sud à réformer leurs structures économiques et sociales. Les aides bondissent alors de 3,4 milliards d'euros pour la période 1995-1999 à 5,4 milliards pour 2000-2006, soit une hausse de près de 60%. Baptisé Programme indicatif national et actuellement mis en œuvre dans le cadre du statut avancé du Maroc, cet instrument déploie un véritable feu d'artifice d'aide financière. Rien que pour les années 2011 à 2013, le Maroc devrait toucher 580,50 millions d'euros d'aide. Rien que pour les années 2011 à 2013, le Maroc devrait toucher 580,50 millions d'euros d'aide. À en croire 2 hauts fonctionnaires du Parlement européen de Strasbourg, qui s'expriment sous le sceau de l'anonymat, la France effectue un discret mais efficace lobbying en faveur du Maroc. Paris sait aussi se montrer très généreux avec l'ami marocain. L'aide passe pour l'essentiel par l'AFD, l'Agence française de développement, un organisme public placé sous la tutelle des affaires étrangères, la tutelle des différents ministères,
dans ceux de l'économie et des affaires étrangères. L'AFD, l'Agence française de développement, un organisme public placé sous la tutelle des différents ministères, dont ceux de l'économie et des affaires étrangères. Ainsi, en 2009, 401,4 millions d'euros ont été débloqués en faveur du Maroc. 395 millions d'euros d'emprunts, 3,3 millions de subventions et 3,1 millions de participations sous forme d'actions. En 2010, les aides françaises accusent une légère baisse, mais atteignent tout de même 363,4 millions d'euros. Est-ce la première des priorités en période de crise financière et économique? On peut en douter, d'autant que l'argument consistant à vouloir protéger le Maroc de l'islamisme, en le plaçant sous perfusion financière pour accélérer son développement, est désormais moins convaincant. En novembre 2011, les islamistes marocains ont, en toute légalité, remporté les élections législatives. Les responsables de l'AFD n'ayant pas donné suite à nos demandes d'interview, pas plus que ceux de la BEI d'ailleurs, les critères d'affectation des budgets européens nous sont demeurés inconnus. De même que dans le cas de l'AFD, il est impossible de savoir si la présence au sein du conseil d'administration d'Omar Abbej, un économiste respecté mais surtout conseiller du roi Mohamed VI, pèse dans les décisions de cette vénérable institution. La dernière édition du rapport annuel de l'AFD indique donc qu'en 2010, le Maroc est le pays le mieux financé de la Méditerranée Moyen-Orient avec 363,4 millions d'euros. Mieux que l'Irak, pourtant en pleine reconstruction et où les entreprises françaises pourraient prétendre à des parts de marché significatives. De surcroît, l'affectation des budgets et aides récentes de l'AFD laisse songeur. Sont en effet ciblés en priorité des secteurs économiques qui intéressent au plus haut point le roi Mohamed VI. Sont en effet ciblés en priorité des secteurs économiques qui intéressent au plus haut point le roi Mohamed VI. Parfois, à titre personnel, le dossier le plus emblématique et le plus contesté est celui du financement d'une ligne de TGV reliant Casablanca et Tanger sur la Méditerranée, où Mohamed VI fait construire le plus grand port d'Afrique, Tanger même. Le TGV, un caprice royal. Les travaux de ce chantier ferroviaire pharaonique ont été inaugurés en grande pompe en présence de Nicolas Sarkozy et du souverain alaouite le 29 septembre 2001. Les deux chefs d'État se sont empressés de célébrer l'indestructible amitié franco-marocaine, mais ils se sont bien gardés de rappeler que le budget du TGV royal est passé d'un coup de baguette magique de 2 à 3 milliards d'euros. Et ce n'est pas là le seul dérapage. Cette victoire du TGV est digne d'une république bananière. On raconte volontiers que Mohamed VI cherchait à consoler la France de l'achat en 2007 d'avions de chasse F-16 américains et non du Rafale, en octroyant le marché du TGV à des sociétés françaises. La réalité est plus triviale. Selon différentes sources concordantes, un véritable caprice royal serait à l'origine du TGV. Mohamed VI voulait son train à grande vitesse, point final, commente ce financier qui a suivi le dossier de près. Le fait que le train à grande vitesse ne figure guère dans les plans de développement de l'ONCF, les chemins de fer marocains, conforte l'hypothèse d'une lubie royale. Plus étonnant encore, l'édition 2010 du rapport annuel de cette entreprise publique indique qu'elle allait achever la mise en place d'une liaison rapide entre Casablanca et Tanger. On y lit que ce projet a nécessité une enveloppe de 1,8 milliard de dirhams et permet la réduction d'une heure sur le temps de parcours sur l'axe Tanger-Casablanca. Et permet la réduction d'une heure sur le temps de parcours sur l'axe Tanger-Casablanca. Voilà qui pose la question même de la raison d'être du TGV, puisque cette liaison rapide est déjà doublée d'une autoroute flambant neuve et vide.
puisque cette liaison rapide est déjà doublée d'une autoroute flambant neuve et vide, les Marocains préférant la route nationale gratuite. L'indignation est totale et s'étend des islamistes à l'extrême gauche. Ainsi, pour Najib Boulif, député islamiste du PJD, nommé depuis lors ministre délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance, les Marocains n'ont pas besoin de gagner encore autant de temps avec le TGV. Ils vont déjà gagner 2 heures sur un Casablanca-Tanger et iront les passer à la terrasse d'un café. Il aurait plutôt fallu investir pour augmenter les fréquences des trains déjà existants et doubler les rails disponibles au lieu de construire un TGV, qui n'est pas la priorité. Ça n'a pas été un choix indépendant répondant aux besoins du peuple. Ahmed Derqaoui, responsable de l'association altermondialiste Attac, constate quant à lui que des villes comme Agadir, l'est du pays, et Ouarzazate, au sud, manquent cruellement de moyens de transport et de connexion avec le reste du royaume, le reste du Maroc. Même les bailleurs de fonds habituels du Maroc partagent l'opinion des protestataires. Même les bailleurs de fonds habituels du Maroc partagent l'opinion des protestataires, à commencer par la BEI, vers laquelle le royaume s'est pourtant tourné à plusieurs reprises pour financer le caprice ferroviaire de son souverain. Rabat s'est ainsi retrouvé pris à son propre jeu. En effet, une partie du contrat accordé aux Français l'a été de gré à gré, sans le moindre appel d'offres. Résultat, les Allemands, et dans une moindre mesure les Espagnols, qui construisent aussi des trains à grande vitesse, ne décollèrent pas. Si de l'aveu d'Andrés Martínez Fernández, le responsable du département investissement de l'ambassade d'Espagne à Rabat, les Espagnols, beaux joueurs, ont donné leur feu vert à un financement par la BEI. Il n'en va pas même des Allemands qui ont la rancune tenace. Une fois n'est pas coutume, la BEI s'est donc finalement abstenue de subventionner le TGV de Mohamed VI. Elle a refusé d'octroyer un prêt de 400 millions d'euros, comme le demandaient les Marocains, car ce train n'était pas le projet le plus prioritaire pour développer le pays. De plus, les analystes financiers se sont interrogés tant sur la rentabilité du projet que sur la nécessité de faire circuler des trains subventionnés, reconnaît Eneko Landaburu, l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc. De son côté, la BEI avait fait savoir que quelques mois plus tôt, elle avait validé un prêt de 200 millions d'euros pour le port de Tanger-Med 2 et qu'au cours de ces 30 dernières années, elle avait alloué pas moins de 4,5 milliards d'euros au projet du Maroc. Bien embarrassé, le royaume s'est alors tourné vers la France. La suite, un consultant à l'AFD la raconte sans couvert d'anonymat. Son employeur n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Nicolas Sarkozy a ordonné à Dov Zera, le directeur général de l'AFD, de donner de l'argent aux Marocains qui voulaient absolument leur TGV, et aussi parce que le royaume serait une vitrine internationale pour ce train. Tout le monde se fiche de la rentabilité du projet. De toute façon, l'AFD a été dévoyé de sa fonction et est devenu le bras financier de l'Élysée en Afrique. Assène-t-il. Résultat, un prêt de 220 millions d'euros a été accordé pour aider au financement du TGV marocain. En réalité, l'agence indique sur son site web que la France finance 50% du coût initial du TGV, qui était de 1,8 milliard d'euros. Outre l'AFD, les généreux contributeurs hexagonaux sont la réserve pays émergents, près de 625 millions d'euros, et la FASEP, subvention de 75 millions d'euros. Au total, le caprice de Mohamed VI aura coûté près de 1 milliard d'euros aux contribuables français. Cerise sur le gâteau, ces prêts ne sont même pas rémunérateurs pour les finances tricolores, pourtant en piètre état. Selon l'agence officielle marocaine MAP, leur taux serait compris entre 1,2 et 3,6%
et les délais de remboursement échelonnés de 5 à 20 ans. Étant incapable de financer le caprice de son roi au-delà de 500 millions d'euros, le Maroc a également fait appel à la générosité arabe et divers fonds du Golfe Persique ont avancé jusqu'à 380 millions d'euros. Si seulement Mohamed VI consacrait la même énergie à financer la construction d'écoles et d'hôpitaux à travers son royaume. La France, elle, fait figure de dindon de la farce. Non seulement elle n'a pas vendu un seul Rafale au Maroc, mais elle a de surcroît offert un TGV à son roi, le tout en période de crise. On est décidément bien loin des pratiques néocoloniales au royaume du Maroc. Aux frais de la princesse européenne. Le cas du port de Tanger Méditerranée, désigné sous le label de Tanger Med, véritable aspirateur à subventions et aides, mérite lui aussi que l'on s'y attarde. Comme pour le TGV, Mohamed VI s'est personnellement impliqué dans le projet, au point de venir régulièrement jouer les inspecteurs des travaux finis sur le chantier. Certains indices ne trompent guère quant à son rôle, puisqu'il a placé à la tête de l'agence qui coordonne le projet un homme de confiance, ingénieur des ponts et des chaussées, et familier du business royal, Saïd El-Hadi, en effet longtemps officier au holding royal SNI, dont il a même dirigé la filiale Sonacid. Pas plus que celle du TGV, le Maroc n'est capable de régler la facture de Tanger Med. Le programme se compose en qualité de deux projets. Le programme se compose en réalité de deux projets. Tanger Med 1, d'une capacité de 3 millions de containers, et Tanger Med 2 prévu pour 5,2 millions de containers. Contrairement à ce qui s'est passé pour le TGV, la Banque européenne d'investissement BEI a accepté d'être mise à contribution pour Tanger, via l'un de ses principaux outils financiers, la FEMIP, Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat. Selon le rapport annuel de cette institution, la BEI a ainsi prêté en 2010 40 millions d'euros pour Tanger Med 1 et 200 millions d'euros pour Tanger Med 2. Des sommes considérables qui soulèvent plusieurs questions. Si Tanger Med 1, avec ses terminaux 1 et 2, est incontestablement un succès opérationnel depuis 2007, on ne peut pas en dire autant de Tanger Med 2, terminaux 3 et 4, que Mohamed VI a imposé. Censé être inauguré courant 2014, le port prend du retard. La cause, la crise financière et économique, qui fait dire à la directrice de la communication de Tanger Med, Nadia Hachimi Alaoui, ex-rédactrice en chef du journal hebdomadaire, Tanger Med 2 est décalé de 15 mois, le terminal 4 est maintenu, mais le 3 sera en fonction de la demande des opérateurs. Un contretemps majeur qui dut fort contrarier Mohamed VI, Sa Majesté avait pris ses dispositions pour profiter de l'opération. À la grande surprise de bon nombre d'intervenants sur Tanger Med, le holding royal SNI s'était en effet vu attribuer conjointement avec un groupement composé des Singapouriens et de la société PSA et des Marocains du groupe Marsa, l'exploitation du terminal 4 de Tanger Med 2. Le résultat de cet appel d'offres n'avait d'ailleurs pas manqué de faire jaser les mauvaises langues qui pointaient que, contrairement à PSA ou Marsa, SNI n'avait aucune expérience dans le secteur portuaire. Finalement, la crise mondiale aura donc eu raison de ses ambitions. Courant 2008, le holding de Mohamed VI se retirera sur la pointe des pieds du terminal 4, tout comme les Singapouriens de PSA. Seule à rester en lice, la société Marsa deviendra alors l'unique opérateur du terminal en juin 2009. À défaut d'exploiter un terminal de Tanger Med, Mohamed VI peut se réconforter en se rappelant à quel point certaines entreprises dont il est actionnaire ont pu profiter de ce port. C'est le cas du sidérurgiste Sonacid. 3,9 milliards de dirhams de chiffre d'affaires en 2010, dont la SNI possède 32% du capital
et le géant mondial de l'acier ArcelorMittal 32% également. Selon son responsable des ressources humaines, Abdelmajid Tronji, pour Tangemed 1, nous avons vendu 51 000 tonnes au sous-traitant de Bouygues Construction qui a construit le port. À 6 000 dirhams, 600 € en moyenne la tonne d'acier. Cela représente 306 millions de dirhams, 30,6 millions d'euros pour son acier. Bien sûr, la présence de la SNI au capital n'a en rien posé. La présence de SNI au capital n'a en rien pesé si l'on en croit Tronji. Nos produits répondent à des normes de qualité internationales. Nous sommes une grosse structure grâce à Arcelor et à SNI qui nous permettent d'investir dans des normes de sécurité. De plus, nous sommes très bien implantés commercialement dans tout le Maroc, en effet. N'oublions pas Lafarge Maroc, propriété à 50% de la SNI et à 50% du cimentier français Lafarge. Le rapport annuel 2008 de cette société implantée au Maroc de longue date est éloquent. Tangemed est un chantier majeur pour l'entreprise qui a fourni plus de 600 000 tonnes de ciment entre 2003 et 2009. Pour Nadia Hachimi Alaoui, cela coule de source dans la mesure où Lafarge est implantée au nord du pays et que travailler avec elle à Tanger limite les frais logistiques liés au transport du ciment. Le roi rafle tous les contrats dans le secteur éolien. Tout roi a ses grands projets, les barrages et l'irrigation pour Hassan II, les énergies renouvelables pour son fils. Ces initiatives, très souvent financées par l'étranger, se révèlent bien fructueuses pour les intérêts du monarque. Le développement des énergies renouvelables est un chantier majeur pour une autre entreprise royale, Nareva. Créée en 2006 pour jouer les relais de croissance au sein du holding royal ONA, elle est spécialisée dans les nouvelles énergies, le dernier Eldorado de Mohamed VI après la grande distribution, le tourisme et l'immobilier. Autant le dire d'emblée, l'entreprise où personne ne répond jamais au téléphone, affectionne le secret et ses responsables déclinent poliment les requêtes des journalistes. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à Nareva. Lorsque nous déciderons de communiquer sur notre société et sur nos projets, nous ne manquerons pas de vous contacter. Se justifie par mail Ahmed Nakouch, son PDG. Cette discrétion traduit-elle un malaise de la part des dirigeants de Nareva? On observe en effet que sous l'impulsion de Mohamed VI, le Maroc s'est lancé tous azimuts dans les énergies renouvelables et que Nareva remporte d'importants contrats dans le secteur éolien. Le choix stratégique de ces énergies est pourtant parfaitement fondé. Contrairement aux voisins algériens, le sous-sol marocain ne recèle ni gaz ni pétrole et le royaume pâtit d'une forte dépendance énergétique. S'orienter vers de nouvelles sources d'énergie à base de vent et de soleil est donc parfaitement logique. On estime même qu'à terme, le recours au solaire et à l'éolien combiné permettra d'économiser l'équivalent de 2,5 milliards de tonnes de pétrole, soit 1,25 milliard de dollars d'économie par an, et 9 millions de tonnes de dioxyde de carbone qui ne seront pas rejetés dans l'atmosphère. Ces projets pensés à l'échelle du pays sont tous conduits par des hommes choisis par le roi. C'est ainsi que des plans solaires et éoliens ont vu le jour. Lancé en 2009, celui qui est consacré au solaire est piloté par la MASEN, l'agence marocaine pour l'énergie solaire, placée sous la direction d'un certain Mustafa Bakkouri, un proche de Fouad Ali El-Himma, qui avait auparavant présidé la CDG. Ce plan a été lancé avec l'éclat qui sied au souverain en présence de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton le 2 novembre 2009 à Ouarzazate, dans le sud du royaume. Pour un investissement de 9 milliards de dollars, il vise à la mise en place d'une capacité de 2000 MW
et suscite immédiatement la bienveillance des bailleurs de fonds habituels du royaume alaoui. Ainsi, en juillet 2011, l'Agence française de développement AFD, encore elle, annonçait qu'elle accordait un financement de 100,3 millions d'euros, 100 millions d'euros en prêt, 300 000 euros en subvention à la Mazen. Le potentiel économique du marché solaire n'a bien sûr pas échappé à Nareva. Comme en témoigne cette interview du directeur du pôle énergie de la filiale royale au quotidien Le Soir Écho en avril 2011. Nareva a des projets solaires dans ses cartons dans le cadre du plan solaire Maroc de 2 gigawatts. Intellectuellement, nous sommes prêts. Là, en février 2011, Nareva, qui vient de participer à un appel d'offres pour une importante centrale solaire à Ouarzazate, apprend avec consternation que le groupement qu'elle a constitué avec l'allemand Siemens n'a pas été retenu. Une fois n'est pas coutume, la presse locale avance un début d'explication à ce qui s'apparente à un camouflet. Nareva aurait eu les yeux plus gros que le ventre. Nareva, qui en 2010 a inauguré 2 projets totalisant 1600 MW de capacité, n'aurait visiblement pas eu la capacité financière pour une 3e centrale. Nareva devra lancer les 2 centrales qu'elle a entre les mains avant de prétendre à autre chose. Heureusement, la filiale de SNI ONA peut compter sur le secteur éolien pour se rattraper, car dans ce domaine aussi, Mohamed VI voit les choses en grand et a des ambitions immenses. En juin 2010, le monarque inaugure ainsi un programme marocain intégré d'énergie éolienne doté d'une enveloppe de 3,5 milliards de dollars. Au menu, 5 nouveaux parcs éoliens pour faire grimper la puissance électrique éolienne marocaine de 280 à 2000 MW. Ces projets seront réalisés dans le cadre de partenariats publics-privés et chacun d'entre eux nécessitera la création d'une société où l'Office national de l'électricité ONE sera présent. Une aubaine pour Nareva, qui entretient des relations privilégiées avec cet organisme public stratégique pour tout ce qui touche à l'énergie. Il est en effet dirigé par un pion de Mounir Majidi, le fidèle Ali Fassi Fihri. Mieux encore, l'actuel PDG de Nareva, Ahmed Makouch, a longtemps dirigé l'ONE, dont il connaît parfaitement la politique d'énergie renouvelable. Est-ce le fruit de ses compétences industrielles ou de ses relations privilégiées avec l'ONE, ou les deux à la fois? Quoi qu'il en soit, en avril 2010, Nareva signe avec le groupe français Alstom, qui construit le TGV, un accord pour la réalisation d'un parc éolien à Arfenir, une localité qui se trouve à 400 km au sud d'Agadir. Ces 61 éoliennes produiront 100 MW qui alimenteront essentiellement des industriels privés dans le cadre d'un programme énergétique de l'ONE. Autre projet éolien d'envergure de Nareva où l'ONE a eu son mot à dire, celui du parc éolien de Tarfaya, dans le grand sud du Maroc, dont la puissance atteint les 200 MW. Sans surprise, l'ONE a choisi le groupement composé de Nareva et du britannique International Power IP à l'issue d'un appel d'offres. Pour écarter le concurrent de l'entreprise royale, en l'occurrence GDF Suez, l'ONE aurait prétendu que cette dernière offre était sous-capitalisée. Le fait, en revanche, que le projet de Nareva soit financé à 75% par des crédits bancaires ne semble avoir posé aucun problème. Les voies de l'ONE sont décidément impénétrables. Le roi vend son électricité aux Marocains. Que Nareva ait indirectement recours à de l'argent public ne constitue pas non plus une surprise. La filiale de SNI ONA est coutumière au fait. Certaines structures publiques ont ainsi annoncé par voie de presse qu'une partie de l'électricité éolienne produite par Nareva, qui versera une redevance mensuelle à l'ONE,
sera vendu à 7 clients industriels. Or, à une exception près, ceux-ci entretiennent des relations d'affaires avec le roi ou sont des organismes publics. L'ONDA, Office des aéroports, l'ONCF, chemin de fer, l'ONEP, Office de l'eau, la Samir, pétrole, Lafarge, ciment, l'OCP, phosphate et la Sonacide, acier. Le cas de l'ONEP, eau, est à proprement parler scandaleux. En effet, l'ONE a absorbé, il y a quelques années, l'ONEP. Et l'on se retrouve donc dans le cas de figure inédit où l'ONEP va acheter au privé Nareva de l'électricité alors que le métier de sa maison mère, l'ONE, est d'en produire. Le secteur des énergies renouvelables est en pleine structuration, alors que le palais tente de camoufler les monopoles de SNI-ONA, encore trop nombreux dans l'économie traditionnelle. Nous sommes exactement dans la situation inverse avec Nareva et l'éolien. Décrypté à l'été 2011, un observateur avisé des manœuvres économiques du palais. Mais la plus grosse surprise restait à venir. En effet, quelques mois plus tard, en novembre 2010, Nareva annonce ce qui constitue son plus gros succès économique à ce jour, le marché de la centrale à charbon de Safi. Donc les enjeux sont colossaux puisqu'elle fournira à terme 27% de la consommation électrique du Maroc. Cette fois, ce ne sont pas des sociétés publiques qui seront contraintes de s'approvisionner chez Nareva, mais les Marocains eux-mêmes. Sans expérience significative dans le charbon, Nareva est-elle de taille à remporter pareil appel d'offres? La question est évidemment peu pertinente dès lors qu'il s'agit d'une société où le roi en personne a des intérêts. On remarquera au passage que pour l'emporter face au consortium franco-chinois composé d'EDF et de Datang, Nareva s'est de nouveau associé au Britannic International Power IP, donc indirectement avec GDF Suez qui a entre-temps racheté IP. Et pendant qu'EDF digère ce camouflet, Nareva peut se réjouir de s'être assuré d'un marché captif avec l'ONE qui est devenu son client principal. Encore un petit effort et cette prometteuse filiale de la SNI, ONA, finira sans doute par décrocher un contrat important dans le solaire et par s'imposer comme l'unique acteur marocain des énergies renouvelables du royaume. Un destin royal, on en conviendra. Voilà, chapitre 13. Tachfi enrichit le roi. Il s'agit d'un gala de charité donné par le patronat marocain pour favoriser la réinsertion de jeunes délinquants. Industriels, banquiers, politiques, tous se pressent dans la salle où se déroule la vente aux enchères pour assister au clou de l'événement. Une montre offerte par Mohamed VI qui sera adjugée dans quelques minutes. Le marteau du commissaire-priseur s'agite au gré des mains qui se lèvent pour surenrichir. Dans un recoin de la salle, un homme dont le front est luisant de sueur paraît commenter à voix basse le déroulement de la vente. Un portable collé à l'oreille. Toute l'assistance reconnaît Mounir Majidi, le secrétaire particulier de Mohamed VI, venu pour informer le roi du prix auquel sa montre sera vendue et lui indiquer l'identité de l'acquéreur. L'adjudication terminée, il éteint son portable et quitte immédiatement la salle. Cette intrusion du roi, cette façon de s'inviter indirectement à la manifestation visait tout à la fois à narguer un patronat marocain qu'il se plaît à marginaliser chaque fois un peu plus et à prendre la mesure de l'accueil qui était réservé à son don. Bref, à mesurer l'esprit de courtisanerie du moment. Mohamed VI, s'il se conduit en effet volontiers en entrepreneur, déteste le monde des affaires marocain et d'une façon plus large la grande bourgeoisie de son pays.
un préjugé qu'il a hérité de son père. Durant les tumultueuses années 1960 et 1970, la bourgeoisie marocaine avait été, il faut le dire, l'un des plus farouches adversaires de la monarchie. Hassan II en avait conservé une profonde rancœur qu'il avait ensuite inculquée à son fils. Et il est fort probable que cette prétention royale à la mainmise sur l'économie est alimentée par le désir de punir le monde des affaires. Brecht, dans une formule célèbre, évoquait ces dictateurs rendus furieux par leur peuple rebelle et qui aspiraient tout simplement à changer le peuple. Mohamed VI pousse la vanité aussi loin en prétendant se substituer aux dirigeants économiques et financiers. Il souhaiterait même passer pour un monarque épris de modernité, mais les pesanteurs attachés au Mrzen l'en empêchent trop souvent. Un exemple, la Poste, structurellement déficitaire, édite depuis 11 ans un timbre destiné à collecter des fonds pour la Fondation Mohamed V et ses projets à caractère humanitaire, social et axés sur le développement durable. Un véritable détournement de fonds publics au profit d'une opération de marketing social. Les acheteurs de timbres, comme les hommes d'affaires qui se pressent à la vente aux enchères évoquées plus haut, savent qu'ils n'ont pas le choix, comme le résume un responsable de l'appareil d'État. Au Maroc, quand il y a un prix à gagner, c'est au gouvernement de l'acquitter. Quand il y a un hommage à recueillir, c'est au roi et à ses fondations d'en bénéficier. Ce fut le cas en février 2004 lorsque la localité d'Al Hoceima, dans le nord du pays, fut dévastée par un violent tremblement de terre. Le bilan fut de plus de 600 morts et Mohamed VI planta sa tente pendant plusieurs jours sur les lieux du drame. Cette image que le pays et le monde retiendront est pourtant bien décalée par rapport à la réalité. Au cours des premières heures, alors que le ministre de l'Intérieur, Driss Jetto, s'employait sur le tarmac de l'aéroport à coordonner les secours, la présidente de la Fondation Mohamed V lui intima l'ordre de tout stopper pour permettre à l'aide de la Fondation de se déployer la première sur le terrain. L'assistance aux populations s'en trouva retardée de 24 heures, la préséance avant l'efficacité. Ça ne peut plus durer. En 2010, Mohamed VI va enfin donner son feu vert à la fusion entre les deux holdings qu'il contrôle, l'ONA et la SNI. Un témoin qui évolue au palais considère que cette fois, les limites sont dépassées. La monopolisation de l'économie au profit de la maison royale, estime-t-il, étouffe le pays. Certains patrons partagent l'analyse du mouvement du 20 février, ça ne peut plus durer. Les prisonniers de ses caprices et de ses conseillers, qui dressent entre lui et le monde extérieur un mur infranchissable, Mohamed VI ne perçoit rien des critiques ou préfère les ignorer. Cette fusion de l'ONA et de SNI, si souvent annoncée et toujours reportée, va très vite révéler son essence. Un véritable tour de prestidigitation, son objectif escamoter au regard trop curieux la puissance économique du roi et lui permettre d'échapper à tout contrôle. Premier motif d'étonnement, Lazare, la banque conseil qui accompagne cette opération, la plus importante que la bourse marocaine ait jamais connue, ne mentionne pas une seule fois dans son rapport de 550 pages que l'opération engage deux entités appartenant au roi. Une discrétion d'autant plus surprenante quand on sait que la capitalisation boursière cumulée de l'ONA, de la SNI et de leurs filiales s'élève à 30 milliards de dirhams, 3 millions d'euros. En outre, si la rumeur d'une fusion courait depuis près de 3 ans, sa mise en œuvre aura pris tout le monde. Sa mise en œuvre aura surpris tout le monde. En effet, contrairement à toutes les attentes, c'est le géant ONA qui est absorbé par son holding SNI. Structure pourtant beaucoup plus modeste et dépourvue de trésorerie. Au moment de la fusion,
Son endettement net culmine à 8,8 milliards de dirhams, ce qui représente 98% de ses fonds propres. Elle affiche une trésorerie négative de 600 millions de dirhams. En outre, face aux 30 000 salariés de l'ONA, la SNI, si l'on en croit un homme qui évolue dans les arcanes du palais, regroupe 15 personnes seulement. Le 25 mars 2010, le conseil d'administration de l'ONA, prévu de longue date, est prêt à ouvrir sa séance. Les membres habituels du conseil, surpris, constatent la présence de Mounir Majidi et d'Hassan Bouhemmo. L'annonce qui va leur être faite laissera tous les participants stupéfaits. L'ONA est sur le point d'être absorbée par sa maison mère, la SNI. Personne n'a été informé au préalable de cette décision, et surtout pas le PDG de l'ONA qui tentera pathétiquement de faire croire qu'il était au courant. Le lendemain, dès l'ouverture de la bourse à Casablanca, les actions de l'ONA, de la SNI et de leurs dizaines de filiales sont suspendues de cotation. L'annonce de la fusion prochaine est officialisée par un communiqué en début d'après-midi. 4 jours plus tard, le 30 mars, par hasard probablement, la banque Al-Maghrib, qui est à la fois, on s'en souvient, au prix d'une confusion des genres incroyables, la banque centrale du pays et l'une des banques sous influence royale, abaisse le taux de réserve obligatoire des banques de 8 à 6%, probablement afin qu'elles puissent prêter plus facilement au nouveau groupe. En outre, la loi de finances votée pour 2010 a allégé le poids des impôts à payer en cas de fusion d'entreprises ou d'absorption. Le gendarme de la bourse autorise bientôt les 2 OPR, offres publiques de retrait, portant sur les actions SNI et ONA. Première étape vers la prochaine fusion. Et cette opération aurait coûté près de 24 milliards de dirhams, 2,4 millions d'euros au groupe royal si des partenaires historiques étrangers n'étaient venus spontanément alléger le montant de la facture. Lafarge, Danone, AXA, Banco Santander participent ainsi au tour de table, non pas en investissant, mais en maintenant leur participation existante. Une coopération décrite par l'entourage royal comme exemplaire, mais qui continue à faire grincer les dents à Paris. Un responsable français proche du dossier évoque ainsi l'illusion d'une présence française. Le Maroc, dit-il, ne sera plus un Eldorado pour les entreprises françaises, qui seront désormais soumises aux pressions de l'entourage du roi. Plusieurs proches du dossier confirmeront que les sociétés de l'Hexagone se sont fait tordre le bras pour entrer ou rester dans le capital de la nouvelle entité. Il est clair également que le nouveau mastodonte en train de naître sera l'interlocuteur incontournable de tous les investisseurs étrangers désirant s'implanter au Maroc. Mais qui en a encore envie? Autre avantage, en se retirant de la bourse, la nouvelle entité échappe à toutes les règles et contraintes de transparence. Elle pourra ainsi investir librement où elle le veut, créer des entités nouvelles sans avoir à révéler la nature ni l'ampleur de ses acquisitions. Désormais, la pieuvre royale pourra étendre ses tentacules à l'abri des regards. Seul mystère, comment cette opération a-t-elle été financée côté palais? 2 milliards d'euros. Les choix opérés pour réaliser cette fusion révèlent des réalités surprenantes. Siger, le holding royal créé en janvier 2002, appartiendrait exclusivement à Mohamed VI et contrôlerait 50% de l'ONA. Autre coquille presque vide,
SAR Invest. Cette structure d'investissement découverte à l'occasion de la fusion porte l'estampille Son Altesse Royale, qui caractérise les entreprises de la famille royale. أخي كسكس غادي نمشي نشرب الماء شوية الحلق ديالي نشف vide. SAR Invest, cette structure d'investissement découverte à l'occasion de la fusion, porte l'estampille Son Altesse Royale, qui caractérise les entreprises de la famille royale. Son extension Groupe Invest fut un des initiateurs de l'offre publique de rachat qui passait par l'acquisition de près de 8 millions de titres SNI ONA. Or, elle ne dispose que d'un capital extrêmement modeste de 300 000 dirhams, 30 000 euros, ce qui lui permettait tout juste de se payer 150 titres de la SNI. C'est également le cas pour Copropar. Ce fonds racheté en 2003 par Ergis, un autre holding appartenant au roi, a été choisi pour détenir le capital du nouveau groupe et en assurer le contrôle. Bref, cette fusion a été conçue comme une véritable cascade d'absorption du plus gros par le plus petit. Le géant ONA est absorbé par la modeste SNI et le nouvel ensemble est à son tour aspiré par une minuscule entité inconnue de tous, Copropar, détenue à 40% par 4 fonds qui fleurent bon l'offshore. Providence Holding SA, Unihold Holding SA, Yano Participation et Star Finance, dont il est évidemment impossible de connaître les propriétaires. Copropar est une coquille d'un vide impressionnant. Elle ne possède aucun salarié, alors qu'elle est censée mobiliser 7,7 milliards de dirhams, 770 millions d'euros, pour acquérir 37% du capital de SNI, qui sera son unique participation, un montant 3 fois plus important que le montant des fonds propres de ce holding, aux actionnaires inconnus. Le 31 décembre 2010, la fusion est achevée et Hassan Bouhemmo coiffe le nouvel ensemble dont le fonctionnement demeure parfaitement opaque. Les rares informations qui filtrent en provenance du palais indiquent que le roi contrôlerait près de 70% du nouvel ensemble. Ce flou n'a pas empêché l'autorité des marchés d'accorder son feu vert à une fusion d'une ampleur considérable. 22 milliards de dirhams, menée par des structures en apparence dépourvues des fonds nécessaires et dont les propriétaires sont inconnus. Autre point intéressant, pour réaliser la fusion, la SNI a été autorisée à lever 8 milliards de dirhams, 800 millions d'euros, sur le marché obligataire pour une période de 5 ans. Les banques marocaines ont toutes été autorisées par la Banque centrale à accorder des crédits supplémentaires au nouvel ensemble. On a demandé de surcroît aux caisses de retraite de maintenir leur participation. Elles se seront évidemment exécutées sans discuter. Mais il est pour le moins insolite de constater que les fonds de retraite détiennent des participations dans des sociétés non cotées. Autre point surprenant, l'emprunt émis pour financer l'opération a été souscrit par toutes les organisations institutionnelles du pays, compagnies d'assurance, CDG, caisses de retraite et banques, bref, une fois encore le roi a mis à contribution les financements publics et parapublics. En laissant entier un grand mystère, Mohamed VI et sa famille, qui possède ce nouveau géant, l'ont-ils financé et si oui, à quelle hauteur? Chaque jour, le peuple enrichit le roi. En pilotant cette fusion, Majidi et Bouhemmo visent également à opérer des retraits stratégiques. En effet, certains secteurs de l'économie sont devenus trop sensibles politiquement, notamment lorsque les entreprises royales sont en situation de quasi-monopole tout en bénéficiant de subventions massives
de l'État marocain. Des subventions qui portent sur des produits de première nécessité, mais qui, du coup, bénéficient davantage au roi qu'à la population pauvre du pays. Mieux vaut se tourner alors vers des activités régulées comme les banques, l'énergie ou les télécoms. Des secteurs où la capacité à générer des profits n'est pas entravée par la concurrence et découle de la bonne négociation avec l'État. C'est ainsi que le gouvernement et l'administration marocaine octroient de plus en plus de passe-droits aux entreprises de Mohamed VI, quand 32 millions de Marocains ne sont plus seulement les sujets du souverain, mais aussi ses clients. Électricité, téléphonie, alimentation, etc. Tous s'approvisionnent auprès de ces sociétés, une forme habile et insidieuse de ce que d'aucuns nomment le nouvel impôt royal. Un système économique non pas étatisé, mais en quelque sorte royalisé. Le Maroc est bel et bien devenu un cas unique. La plupart des dirigeants pillent leur pays en confisquant à leur peuple les richesses. Au Maroc, c'est le peuple qui, à chaque jour que Dieu fait, enrichit le roi en achetant les produits de ses entreprises. Après Couscous, on est arrivé à l'épilogue. Une France silencieuse et coupable. Vendredi 25 novembre 2011, les élections législatives se déroulent dans le calme au Maroc. L'enjeu est de taille. Les islamistes modérés du PJD, Parti de la Justice et du Développement, remporteront-ils le scrutin? Et leur leader, Abdelillah Ben Kiran, sera-t-il nommé Premier ministre par le roi? À l'été 2011, les cadres dirigeants de ce parti, sincèrement épris de démocratie pour la plupart, n'y croyaient pas. Même si le PJD est majoritaire, nous n'arriverons pas à constituer un gouvernement, car les autres partis refuseront de collaborer avec nous. Et face à cet échec, le roi changera de Premier ministre, expliquait l'un d'eux. Dans un système politique où, depuis Hassan II, les résultats des élections ont souvent été plus ou moins manipulés par le ministère de l'Intérieur, en fonction des intérêts du palais, ce dernier reste le maître du jeu. Or, il est de notoriété publique que Mohamed VI et son conseiller, Fouad Ali al-Himma, éprouvent tous deux une aversion profonde pour les islamistes. Dans l'ombre du Makhzen, un homme se sent alors prêt à assumer le poste de Premier ministre. Le ministre de l'économie et des finances, Salah Abdel Mezouar, qui dirige aussi le parti du RNI, le Rassemblement national des indépendants. D'indépendants, cette formation politique n'a que le nom, puisque créée par Hassan II dans les années 1970, elle est toujours restée inféodée à la monarchie. Il se dit que l'Observateur, une publication marocaine, aurait même préparé une annonçant l'arrivée de Mezouar à la tête du gouvernement. Il se dit que l'Observateur, une publication marocaine, aurait même préparé une annonçant l'arrivée de Mezouar à la tête du gouvernement. C'était sans compter le revirement de dernière minute opéré par Mohamed VI. 48 heures après l'annonce officielle de la victoire des islamistes du PJD, le roi charge Abdelillah Ben Kiran de composer le nouveau gouvernement. Cet islamiste est considéré au Maroc comme un personnage insaisissable et ambigu par la plupart des observateurs. Il s'est par exemple opposé à ce que son parti participe aux manifestations du mouvement du 20 février, alors qu'il avait déclaré à plusieurs reprises lors de ses meetings qu'il fallait chasser le Himma et Majidi du pouvoir. Le palais sait pertinemment que le choix de Ben Kiran comme Premier ministre ne représente aucun risque. L'homme a toujours clamé être un fervent supporter de l'institution monarchique. Et si ses relations avec les Himma sont exécrables, il entretient des liens privilégiés avec le général Husni Ben Slimane, le patron de la gendarmerie royale, considéré comme le meilleur gardien de la monarchie. Ben Kiran
a été en réalité implicitement adoubé par le Mkhzen. Et le pouvoir royal se prépare à instrumentaliser son parti avec la même aisance qu'il a fait autrefois avec un parti de gauche, l'USFP. C'est que Ben Kiran, l'islamiste de Sa Majesté, est un homme dont toute la carrière s'est faite depuis plus de 12 ans à l'ombre du palais. 98% de oui. Cette volte-face de Mohamed VI a mis provisoirement un terme aux hésitations et tensions générées par les révoltes dans le monde arabe que le roi peine à comprendre. Ainsi, en janvier 2011, alors que le président tunisien Ben Ali quitte le pouvoir et s'enfuit avec sa famille en Arabie Saoudite, le journaliste marocain Ali Mrabot annonce que Mohamed VI est arrivé en France dans son château de Betz, situé dans l'Oise et acheté par Hassan II. Le site internet Rue 89 relaye l'information, précisant que Mohamed VI serait arrivé très discrètement et sans sa famille. De part et d'autre de la Méditerranée, on évoque la crainte éprouvée par le souverain que les révolutions tunisiennes et égyptiennes ne contaminent son royaume. Ce sera le cas d'ailleurs, comme en témoignera le mouvement de contestation qui débute le 20 février 2011, mais avec une intensité bien moindre. À compter de cette date, à intervalles réguliers, des milliers de manifestants pacifiques battent le pavé en avançant des revendications très hétéroclites: la libération des prisonniers politiques, des élections libres, une monarchie parlementaire à l'image de l'Espagne ou du Royaume-Uni, la lutte contre la corruption, une meilleure répartition des richesses. L'absence de leader autant que l'hétérogénéité des revendications empêche le Maroc de basculer dans le processus révolutionnaire. Une diversité qui caractérise aussi les sensibilités politiques des manifestants. On y recense jusqu'en décembre 2011 de nombreux islamistes du mouvement Justice et Spiritualité, non autorisés mais tolérés, considérés comme le plus puissant du pays, des militants d'extrême gauche qui penchent pour la laïcité et des cybermilitants indépendants. Face à ces manifestants, la répression policière est au rendez-vous et de nombreux cortèges seront dispersés dans la violence, faisant au moins 7 morts sur plusieurs semaines. Mais c'est l'attitude de Mohamed VI qui soulève le plus d'inquiétude et d'indignation. Face à la crise, son manque de sens politique et ses hésitations sont apparues au grand jour. Sur un ton martial, il déclare ainsi le lundi 21 février 2011 qu'il ne cédera pas à la démagogie et à l'improvisation. Pour le 9 mars, faire marche arrière et annoncer une réforme constitutionnelle globale qu'il voudrait soumettre à référendum. Comme l'on pouvait s'y attendre, la nouvelle constitution, rendue publique en juin, ne répond pas aux attentes des manifestants. Si le Premier ministre sera dorénavant issu du parti ayant remporté les élections et non plus nommé arbitrairement par le roi, l'essentiel des pouvoirs de Mohamed VI est préservé. Il garde la haute main sur la totalité des affaires religieuses et militaires, préside le Conseil des ministres, décide de toutes les nominations dans la haute fonction publique et l'administration, définit les orientations stratégiques de l'État et choisit les textes de loi soumis au Parlement. Alors que les manifestants du 20 février réclamaient que la personne du roi ne fût plus considérée comme sacrée, le mot sacralité est simplement remplacé par inviolabilité et obligation de respect. Un affront qui dit le mépris dans lequel le palais tient le peuple. Un dédain que Mohamed VI prendra soin d'afficher à maintes reprises dans les mois qui suivront. Le 1er juillet 2011, les Marocains sont appelés à voter dans le cadre d'un référendum destiné à valider la nouvelle constitution. Dans un contexte social tendu, et tandis que le mouvement du 20 février appelle au boycott et que les manifestations continuent à travers le Maroc, le ministère de l'Intérieur annonce que 98% des électeurs ont voté oui. Un score affligeant, digne de la Corée du Nord, qui suscite l'indignation et les moqueries. Un score, surtout, qui trahit à la fois l'inquiétude qui règne au palais
et l'absence de détermination à faire évoluer le système vers la démocratie. Au début du mois de décembre 2011, Mohamed VI s'empresse de nommer 28 ambassadeurs qui se hâtent à leur tour un score affligeant digne de la Corée du Nord qui suscite l'indignation et les moqueries, un score surtout qui traduit à la fois l'inquiétude qui règne au palais et l'absence de détermination à faire évoluer le système vers la démocratie. Au début du mois de décembre 2011, Mohamed VI s'empresse de nommer 28 ambassadeurs qui se hâtent à leur tour de prêter serment. Le nouveau gouvernement de l'islamiste Ben Kiran est en cours de formation et ces nominations s'apparentent à un viol de la nouvelle constitution. Le 7 décembre 2011, l'agence de presse officielle MAP provoque un choc en annonçant la nomination de Fouad Ali al-Himma, l'ami du roi, au poste de conseiller au cabinet royal. Avec celui de Mounir Majidi, le nom de l'Himma est pourtant fréquemment conspué par les manifestants, qui voient en lui l'un des responsables de l'impasse politique et économique dans laquelle se trouve le pays. En outre, l'Himma n'est-il pas directement responsable de l'échec électoral du parti politique créé par le roi, le fameux PAM, qu'il a dirigé jusqu'en mai 2011? Mais il est vrai qu'au Maroc, l'incompétence est souvent récompensée, pourvu qu'elle soit contrebalancée par une fidélité à toute épreuve. Cette nomination qui relève exclusivement de Mohamed VI n'est en effet que la partie émergée de l'iceberg. Cette nomination qui relève exclusivement de Mohamed VI n'est en effet que la partie émergée de l'iceberg. Depuis le référendum du 1er juillet 2011, le souverain étoffe discrètement son cabinet royal, qui comptait jusqu'alors 5 membres et s'apparente désormais à un contre-gouvernement de près de 10 membres. Dans un premier temps, le juriste Abdeltef Mennouni et l'ambassadeur du Maroc en France, le Mostafa Sahel, pourtant malade, ont rejoint le cabinet. Le 29 novembre 2011, le jour même où Mohamed VI a demandé à Abdillah Ben Kiran de former un gouvernement, le palais annonce l'arrivée d'un nouveau conseiller. Il s'agit d'un ancien ministre de la Justice, ambassadeur du Maroc en Espagne et spécialiste de la régionalisation, un concept cher au roi Omar Aziman. Le 6 décembre, c'est au tour du ministre du Tourisme, Yassir Znaghi, d'avoir cet honneur. Du haut de ses 41 ans, le jeune ministre n'a pourtant vraiment pas l'étoffe d'un conseiller royal, mais son grand mérite est d'avoir signé, quelque temps auparavant, des accords portant sur des investissements qataris, émiratis et koweïtiens d'un montant de 2 milliards d'euros en vue de développer le tourisme au Maroc. La France aveugle, sourde et muette, en constituant un véritable gouvernement parallèle pour contrer et humilier le nouveau Premier ministre qu'il a nommé, Mohamed VI fait la preuve de son immaturité politique. Il montre aussi qu'il est dorénavant à contre-courant des aspirations et des mouvements de fond qui agitent les sociétés des pays arabes et musulmans. Ces signaux inquiétants n'entament pourtant en rien l'enthousiasme de la France pour le Maroc, perçu comme un royaume stable. Pas plus que l'immolation par le feu le 18 janvier 2012 d'un jeune diplômé chômeur de 27 ans, Abdelwahab Zaidoun, décédé quelques jours plus tard. En réalité, le palais envoie des signaux contradictoires. À la surprise générale, en février 2012, une grâce royale a été accordée à des personnalités aussi diverses que des islamistes radicaux, le boxeur Zakaria Moumni et l'ancien banquier Khalid Oudghiri dont nous avons longuement évoqué le cas. Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy n'auront cessé de chanter les louanges de Mohamed VI et de vanter l'amitié franco-marocaine dont les enjeux, notamment économiques, ne pèsent pourtant plus très lourd. En septembre 2011, lors du coup d'envoi des travaux du TGV à Tanger, en présence de Mohamed VI, Nicolas Sarkozy déclarait ainsi
La France a eu l'occasion, et de nombreuses reprises, de dire combien elle saluait la vision exprimée par le roi, combien elle se réjouissait du succès exceptionnel du référendum portant réforme à la Constitution et de la marche continue du Maroc vers la démocratie. Un discours empreint d'aveuglement qui rappelle celui qu'avait prononcé le même président lors d'une visite d'État en Tunisie en avril 2008. La suite est connue, la France ne verra pas surgir la révolution tunisienne et se retrouvera en porte-à-faux dans ce pays. Jean-David Lévite, le conseiller diplomatique de l'Élysée, expliquait pourtant doctement que des 3 pays du Maghreb, la Tunisie, celui avec lequel nous entretenions la relation la plus apaisée, en sera-t-il de même avec le Maroc à l'heure où la préoccupation principale de l'ambassadeur de France à Rabat, l'ancien Monsieur Afrique de Nicolas Sarkozy, Bruno Joubert, est de vendre du nucléaire aux Marocains, après le TGV, l'EPR. En réalité, les relations franco-marocaines sont devenues sans objet. Paris et Rabat ne présentent plus guère d'intérêt l'un pour l'autre. Le régime marocain s'éloigne inexorablement de Paris, sans pour autant s'assurer d'un autre point d'appui. Rabat dérive lentement vers le golfe Persique, tandis que les élites françaises se consolent moins à Marrakech. Les réseaux tissés sous Hassan II se sont dissous et n'ont pas été remplacés. Dans les faits, le soutien mécanique de la France au Maroc traduit la perte d'influence de Paris en Afrique. À l'image des États-Unis dans les années 1970, qui s'évertuait à soutenir le Shah d'Iran alors que les prémices de la révolution de l'ayatollah Khomeini se faisaient déjà sentir. Mais contrairement aux Américains qui savent en général tirer la leçon de leurs échecs, la France, souvent arrogante et confite dans son immobilisme, fait penser aux 3 singes du proverbe qui ne voient, ne parlent ni entendent. Rares sont les diplomates hexagonaux au Quai d'Orsay ou à l'Élysée qui travaillent en profondeur sur les soubresauts et les révolutions en cours dans le monde arabe. Au Maroc, la situation est plus grave encore. Alors que les diplomates de l'ambassade des États-Unis rencontrent et tissent des liens avec l'ensemble des acteurs de la société civile, y compris avec les islamistes, les Français, eux, préfèrent singer le Mrzen dans ce qu'il a de plus vil, l'attitude du serviteur et acquiesce en permanence. Fin du bouquin. كيحسب الايام وكيحسب الاشهر ديالو غادي يمشي معاه يعني الاستبداد العلوي وغادي نبنيو ان شاء الله دولة الحرية والكرامة ودولة حقوق الانسان يعني اللي غادي ينعموا فيها المغاربة كاملين يعني بالسيادة وغننتزعوا السيادة ان شاء الله الشعب المغربي يعني الثورة جاية لا محالة. هذا